Bien bonjour et bienvenue à tous. Une nouvelle édition de Paroles libres de l'AFPOLS enregistrée dans les locaux de l'association et qui vous est proposée comme les précédentes d'ailleurs sur un thème qui fait l'actualité du secteur et qui rejoint, nous semble-t-il, les préoccupations des dirigeants. Alors nous parlerons donc aujourd'hui encore de démocratie locative. Nous avions vu dans une précédente émission comment l'histoire de la participation au fond a toujours accompagné celle du logement social sous diverses formes, coopératives d'abord, puis représentatives pour parvenir à une nouvelle étape collaborative qui consiste pour le bailleur, et nous aimions bien la formule, à aller vers l'habitant et à faire avec lui et pas seulement pour lui. Je pense que mon invité ne me contredira pas. Donc à lui donner ce que nous appelons un pouvoir d'agir. C'est la démarche actuelle et nous l'avions assez longuement expliqué. Mais nous souhaitons à présent faire un pas de plus dans cette réflexion pour l'avenir en mettant en avant le rôle des habitantes dans ce processus. Ce n'est pas forcément la même chose. Les travaux de recherche montrent que les inégalités qui touchent aux femmes, revenus, retraite, temps partiel, pénibilité des tâches travail domestique et charge mentale, se trouvent encore renforcées dans les quartiers de la politique de la ville. Ce sont pourtant ces femmes, bien plus que les hommes souvent, qui organisent la vie sociale, qui participent aux actions, qui veillent à la bonne gestion des lieux, à la prévention des conflits dans l'espace collectif, etc. Nous allons le détailler. Alors nous nous demanderons dans cette émission comment valoriser davantage le rôle des habitants des HLM, comment mieux accompagner leurs compétences sur le quotidien des quartiers, car comme vous allez le voir avec notre invité, que je salue et que je vous présente dans un instant, Laetitia Auvernay, le logement social présente de nombreux atouts, de nombreuses opportunités aussi pour les femmes, à condition bien sûr de les leur rendre accessibles, de les leur proposer même. Donc Laetitia Auvernay, c'est vous qui êtes avec nous aujourd'hui, on vous en remercie. Vous êtes sociologue, professeure à l'université Le Havre Normandie et également chercheuse au laboratoire Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés. Joli nom, laboratoire ID, si l'on reprend l'acronyme. Et je crois que vous conduisez également un rapport femmes, quartier politique de la ville, nous sommes en plein dans notre sujet, plus une recherche socio-historique sur le rôle des femmes dans les grands ensembles. Là, on remonte un petit peu dans le temps. C'était pendant les 30 Glorieuses et vous avez trouvé un joli titre dans ce cadre. Vous aviez proposé un travail à partir d'archives, Madame à sa tour monte. On n'est pas très loin, comme vous allez nous le démontrer, et on verra les connexions que l'on peut faire entre les deux époques. Une toute première question peut-être déjà sur l'absence de recherche. J'ai cité vos travaux à vous, il y en a évidemment d'autres, peut-être que vous aurez l'occasion d'y revenir, mais tout de même beaucoup moins que sur d'autres thèmes très importants en termes de politique de la ville. Oui, effectivement. Alors, sur les femmes spécifiquement, je veux dire. Oui, de manière générale... Dans les sciences sociales en France et en sociologie particulièrement, les travaux qui concernent les femmes déjà apparaissent plus tardivement que dans d'autres pays, véritablement autour des années 80. Et massivement, ces travaux vont d'abord concerner en fait le travail. C'est le travail qui va intéresser les sociologues principalement, l'accès au travail des femmes, leur insertion dans la vie professionnelle, et beaucoup moins les questions de logement. Pour les chercheurs qui vont travailler sur la politique de la ville, les quartiers d'habitat social, l'engagement associatif, on va parler d'habitants comme un terme générique sans différencier s'il s'agit plutôt d'hommes, de femmes, alors qu'en réalité, la plupart du temps, il s'agit plutôt d'habitantes. Effectivement. Et autre anomalie, enfin, peut-être, c'est que les difficultés se sont accrues. Là aussi, les études sont assez claires, hein, je l'ai dit en ouverture, mais ça vient évidemment de vos travaux, entre autres. Elles sont moins bénéficiaires que les hommes des politiques publiques, de droit commun. Enfin, il y a pas mal de difficultés qui se présentent à elles. Oui, bien Donc, sûr. c'est encore une anomalie qu'elles soient moins sujets. Oui, tout à fait. Alors, c'est un constat qu'on peut faire pour le coup, quels que soient les quartiers d'habitation. Vous l'avez bien rappelé. Les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'accès à l'emploi, le fait qu'elles aient des emplois moins bien rémunérés, qu'elles aient plus souvent des temps partiels, des carrières discontinues qui vont poser des problèmes assez spécifiques à certains moments un peu critiques. Hein. Ça peut être une rupture conjugale ou au moment de la retraite, qui sont souvent synonymes en fait d'appauvrissement pour les femmes.
sans qu'elles puissent toujours être accompagnées par des politiques publiques dédiées à ces problématiques-là. Et puis, dans les quartiers d'habitat social, on peut dire que ces difficultés vont être renforcées. Donc, dès 2014, en fait, le Haut Conseil à l'égalité homme-femme a remis un rapport à la ministre du droit des femmes, donc qui était Najat Vallaud-Belkacem, en soulignant spécifiquement les difficultés que les femmes allaient pouvoir rencontrer, en particulier dans ces quartiers, en pointant en fait quelques chiffres clés, mais c'est une femme sur 4, par exemple, qui sont en situation de pauvreté dans ces quartiers. Elles vont là aussi être plus souvent à temps partiel que dans d'autres quartiers d'habitation. Et elles sont aussi mères plus tôt, puisque une femme de moins de 25 ans sur 5 est déjà mère, ce qui est quasiment le double en fait d'autres en comparaison avec d'autres quartiers. Et autre phénomène, il y a plus de séparation, mais là aussi on peut le dire dans toutes les couches de la société. Oui, mais ce qui les approuverait grandement. Ce qui les et en termes de logement, ça fait des changements aussi. Et en termes de logement, je crois c'est 23% des locataires du parc HLM qui sont des familles monoparentales, et les familles monoparentales, c'est 80% des familles qui ont des femmes à leur tête. Donc à chaque fois, il ne s'agit pas de stigmatiser non plus ces quartiers et leur population en imaginant des femmes qui seraient plus dominées, donc des hommes plus dominants qu'ailleurs, puisque ces inégalités, elles s'expliquent beaucoup en fait par des inégalités structurelles, donc accès au marché de l'emploi, le fait qu'elles accèdent plus difficilement à des services publics de santé, par exemple, pour s'informer aussi tout simplement sur leurs droits. Et trouver du temps pour cela. Et trouver du temps pour cela, avec la question évidemment des charges domestiques qui est loin d'être résolue. Alors avant d'en venir à ce qui se passe dans les années 2000 et même jusqu'en 2025 bien sûr, je voudrais, Laetitia Auvernay, qu'on revienne un petit peu en arrière. Vous avez travaillé sur des archives télévisuelles. Ça rappellera des souvenirs à certains des auditeurs qui nous écoutent dans cette émission. Les archives télévisuelles des années 60 et 70 avec un nom, une dame qui s'appelait Ménée Grégoire et qui incitait les femmes, enfin qui incitait tout le monde d'ailleurs, à l'appeler pour confier un petit peu leurs problèmes. Or, vous avez été, je crois, un peu surprise, et on peut l'être aussi, d'abord le nombre de femmes qui voulaient participer à cette émission et qui, en quelque sorte, tenaient à faire savoir qu'elles étaient bien plus que des ménagères, qu'elles avaient beaucoup à dire. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'était vraiment une découverte d'archives. Alors que ça soit dans les archives de la télévision ou dans les archives donc de la radio. La radio, beaucoup. Beaucoup. Oui, je dis télévisuel et radiophonique. Mais voilà, effectivement, vraiment audiovisuel. J'ai vraiment découvert des femmes très volontaires pour venir témoigner en fait de leur situation de première locataire des logements HLM, puisque on peut dire qu'elles habitaient en fait pleinement ces logements. Elles en étaient les premières utilisatrices. Les hommes étaient plutôt au travail et finalement avaient peu de choses à dire sur leur logement. Donc la figure de la ménagère qu'on a quand même gardée dans les mémoires, d'une femme repliée sur elle-même dans son logement HLM, alors avec au mieux la figure de Marina Vladi dans le film de Godard, 2 ou 3 choses que je sais d'elle avec ses paquets de lessive. En fait, elle tombe très vite quand on commence à lire ce qu'ont écrit ces femmes pour témoigner de leurs conditions dans ces logements. Effectivement, elle se montre très, très attentive à ce qui se passe, très engagée aussi dans la vie collective de ces nouveaux quartiers en fait d'habitat social qui sortaient de terre. Oui, et on pourra voir aussi des grands reportages. On doit toujours aller voir les archives de l'INA et d'autres. C'est tout à fait instructif et passionnant. Donc, comment, quand l'habitat social sort de terre, les femmes voilà un espace de participation justement et une prise de conscience. Oui, et ça, je pense que c'est d'autres responsabilités, c'est ça. De prendre d'autres responsabilités. Où elles vont se saisir en fait de la création d'équipements collectifs qui, par exemple, arrivent soit en même temps, soit un peu en décalage avec la construction des logements, mais des maisons de quartier, des associations de locataires qui doivent aussi veiller peut-être parfois aux malfaçons, puisque quand les logements sont livrés, ça arrive qu'il y ait des malfaçons, qui vont aussi s'intéresser à la question des charges, de l'augmentation des loyers, donc qui vont être très actives dans la revendication pour obtenir des régulations de charges, par exemple, puisqu'il faut
il faut garder en tête que même si accéder à un logement social dans les années 60, c'est une protection en fait pour ces familles qui souvent en fait viennent de l'habitat insalubre, Très précaire, oui. Parfois le bidonville, ou qui pouvaient être hébergés chez des proches. Le fait d'accéder au logement social, c'est aussi une élévation du coût de la vie, puisque le loyer, même modique, va quand même peser davantage dans leur budget. Donc une augmentation de charges de chauffage, par exemple, peut quand même bien déstabiliser le budget familial. Donc elles vont vraiment se mobiliser en sortant de chez elles, en allant aux réunions, en faisant du porte-à-porte, en allant interpeller leurs voisines pour se rassembler, pour agir collectivement. Donc, une des premières surprises, c'est aussi qu'elle gère le budget familial, bien souvent. Voilà, alors ça, c'est plus qu'on pourrait l'imaginer. Plus qu'on pouvait l'imaginer, mais ça, c'est pas complètement une surprise, parce que les historiens avaient quand même bien montré que les sociétés, notamment occidentales, se sont bien construites autour de ce modèle du père qui gagne le salaire, le pain, et la femme va gérer en fait ce salaire-là. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que ce que vous mettez en lumière, là j'arrive à des travaux plus récents, c'est leur contribution, donc on l'a dit, à la vie quotidienne de l'habitat social, on peut le détailler un peu, mais ça se passe aussi entre elles, entre les locataires, mais aussi entre les locataires et les organismes HLM. Et là aussi, on avait peut-être tendance à penser qu'elles étaient davantage sur des questions de soins, mais de quelle manière interviennent-elles en face des prestataires ou des bailleurs? Alors aujourd'hui, elles peuvent être effectivement très présentes quand même dans toutes les instances de la démocratie locative. Encore une fois, alors quand on leur fait une place, vous l'aviez bien dit en introduction, mais elles sont souvent en fait en première ligne pour détecter en fait des situations difficiles, des locataires qui rencontrent des difficultés particulières. Donc elles ont cette forme d'attention au quotidien qui les amène en fait à aussi porter la parole d'autres personnes, pas simplement leur propre parole. Elles peuvent être aussi actives dans tous les dispositifs de voisinage ou de convivialité. Donc ça peut être les jardins collectifs, ou ça peut être d'autres espaces communs qui sont dédiés en fait aux locataires, et dont elles vont prendre en charge en fait la gestion, l'animation, la régulation des conflits aussi. Donc elles sont aussi très présentes à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire aussi que beaucoup de femmes, et je crois que la réponse est oui, mais dans quelles conditions elles peuvent y arriver, sont présentes par exemple dans les associations autour de la vie scolaire, de la vie associative, des services de proximité? On a parlé du care, mais pas seulement dans leur propre foyer. Non, bien sûr. Et là, on sent une évolution assez sensible ou pas? Alors, je ne sais pas si c'est une évolution assez sensible, mais aujourd'hui, en tout cas, elles sont très présentes. Alors, mon travail en archives montrait qu'elles étaient déjà très présentes. En tout cas, volontaires de l'être. Très volontaires et très engagées, en fait, à améliorer le quartier aussi, en pensant à l'avenir de leurs enfants et en disant... je lutte pour améliorer leur cadre de vie. Donc ça peut être dans les associations de parents d'élèves, mais finalement pas seulement. Quand on participe à une réunion sur la propreté du quartier, elles ont aussi cet enjeu en tête, d'améliorer le cadre de vie pour leurs enfants. Donc elles sont effectivement actives de ce point de vue-là, et elles sont aussi, je dirais, parfois sollicitées en tant que femmes, les structures sociales comme les centres sociaux et les maisons de quartier ou les associations vont davantage s'adresser aux habitantes en réalité qu'aux habitants, et peut-être même davantage aux mères qu'aux femmes. En passant justement par l'enfant, en essayant d'approcher en fait les femmes à travers l'enfant. Donc, ce qui peut être porteur d'ambiguïté quand même sur la place qu'on leur donne, justement.
On va revenir d'ailleurs sur la manière dont le bailleur peut mieux accompagner les femmes, maintenant que vous avez bien déterminé, enfin, bien présenté leur profil. Le problème quand même, c'est que dans beaucoup de ces engagements qu'elles ont dans les associations ou dans diverses activités, je crois qu'il y a d'ailleurs un film là-dessus, hein, sur un portrait de femme, elles sont le plus souvent bénévoles. Elles sont très engagées auprès de la population. Elles sont souvent élues dans les associations, voire présidentes. Quand c'est nécessaire, elles l'acceptent, mais bénévoles. Tout à fait. Peut-être que les hommes accepteraient moins une situation pareille. C'est du travail gratuit, effectivement. Alors, qui à la fois leur donne une légitimité, qui est valorisant, qui leur donne une légitimité aussi à pouvoir prendre la parole devant le bailleur, ses représentants. C'est quand même une expérience qui peut être importante en fait pour des femmes qui n'avaient peut-être pas cette habitude-là. Mais en même temps, c'est un travail effectivement qui est gratuit, qui pourrait sans doute être davantage valorisé. On prenait l'exemple tout à l'heure des centres sociaux. C'est quand même très fréquent d'avoir des groupes dits de mamans. Enfin, c'est comme ça que, à la fois, les travailleurs sociaux, les animateurs vont appeler ces groupes, mais c'est aussi une manière de se nommer. Enfin, les femmes peuvent aussi se nommer comme ça. Mais on voit bien ce que on va chercher en fait certaines compétences, donc plutôt des compétences domestiques, préparer un repas. Ça concerne, enfin, ces activités concernent quand même souvent des femmes issues des milieux populaires, racisées. On va pas forcément leur proposer d'autres choses, alors même que, si elles peuvent organiser une fête pour 15 enfants, elles sont aussi capables de faire de la médiation par ailleurs en bonne et due forme. Mais jamais pas de cuisiner pour 50 personnes une soirée. Voilà, mais elles ne seront pas reconnues forcément pour leurs compétences qui seraient de l'ordre de l'animation sociale ou du travail social. Alors venons-en justement à ce que peuvent faire les bailleurs dans ce contexte, parce que c'est une situation qu'ils devraient connaître. En tout cas, vous l'avez largement documenté. Et vous n'êtes pas la seule. Là, il y a d'autres travaux, même si on a dit qu'ils n'étaient pas peut-être suffisants. Comment peut-on repérer ces femmes-là? Comment, dans les quartiers, à votre avis, le bailleur, peut-être le fait-il déjà dans certains cas, peut-il à la fois repérer ces personnes ou favoriser leur présence plus active, voire une formation complémentaire, je ne sais pas. Cela existe déjà? Vous en avez relevé des cas? Alors, c'est la plupart du temps, ces femmes, elles sont... Il faut pas les chercher longtemps. On les repère assez vite, en tout cas quand le bailleur est dans une approche de proximité, puisque ça va être les personnes qui seront le plus souvent présentes aux réunions, où le personnel de proximité du bailleur va assez facilement repérer l'habitante un petit peu relais, alors sans qu'elle n'ait forcément ce statut-là, mais celle qui va, la voisine qui va parler à tout le monde, qui va être très présente dans la cage d'escalier, enfin assez souvent. Donc repérer, c'est pas difficile. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment de travailler à la professionnalisation de ces femmes, de les accompagner, alors vous le dites, dans la formation, et aussi dans la progression professionnelle. C'est-à-dire que... Ça, vous le préconisez, enfin, vous pensez qu'on doit aller beaucoup plus loin. Oui. Et notamment, alors, aujourd'hui, il existe en France une validation des acquis de l'expérience bénévole. Donc, ça veut dire que on peut, en fait, faire valoir des expériences qu'on a eues dans le monde associatif pour valider, en fait, certains modules de diplôme, notamment des diplômes de travail social. Mais aujourd'hui, cette validation des acquis de l'expérience, elle se fait sur la base d'un écrit qui est très long, qui est très difficile à réaliser. Donc, objectivement, peu de femmes qui n'ont pas forcément eu une culture scolaire suffisante, qui n'ont pas le rapport à l'écrit. C'est un vrai parcours du combattante, en fait, de s'engager dans cette VAE-là. Donc, je pense que les bailleurs pourraient accompagner des femmes, repérées justement par rapport à leur expérience de médiation ou d'animation au sens large, pour pouvoir vraiment soutenir leur professionnalisation et faire en sorte qu'elles ne soient pas cantonnées au travail gratuit, mais qu'elles puissent devenir agent d'accueil, pourquoi pas conseillère en économie sociale et familiale pour certaines, ou d'autres postes à responsabilité, et quel que soit leur âge.
Et alors, justement, on peut retourner un peu la proposition par rapport à ce que nous disions tout à l'heure. Au lieu d'alourdir encore les charges domestiques des femmes, ce qu'on fait couramment, et le bailleur aussi, finalement, puisque, comme vous l'avez dit, il s'adresse à elles, peut-être veiller à y intéresser tout le monde à ce problème-là, parce que ces femmes-là ont l'habitude de prendre en charge. Donc, à l'inverse, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu alléger la charge mentale dont on parlait tout à l'heure, et même la charge domestique, tout simplement? Oui, oui, tout à fait. Alors, et veiller à ce qu'elle soit davantage partagée. Mais que peut faire le bailleur dans ce cas? Que peut faire le bailleur dans ce cas? En tout cas, sans doute qu'il n'est pas le seul, acteur de l'éducation à la lutte contre les inégalités hommes-femmes, mais il a sans doute aussi déjà en être conscient. Voilà, il peut en être conscient. Il a sa part à jouer, et comme vous le dites, à ne pas alourdir encore les tâches des femmes en s'adressant principalement à elles. Mais c'est vrai que je serais assez curieuse et intéressée de découvrir là un bailleur qui aurait vraiment axé sa politique de proximité, par exemple, en intégrant cette lutte contre les inégalités hommes-femmes. Alors, à ma connaissance, je n'en connais pas, mais voilà, je pense que c'est intéressant comme champ, en fait, à investir. Oui, des ateliers, de voir un petit peu quelles sont les réponses. Vous avez parlé tout à l'heure de femmes, effectivement, qui avaient peu d'accès parfois à l'écriture, à la lecture, de femmes racisées également, donc avec des conditions familiales qui ne sont pas forcément les mêmes pour toutes. Là aussi, est-ce qu'il faut veiller à la réaction des hommes dans certains cas? Car ces femmes-là, au fond, sont appelées à parler devant eux et parfois à leur place. Oui. Oui, alors ça peut être effectivement une difficulté qui peut se poser au quotidien, enfin qui se pose en fait en réalité. Au quotidien dans la réalité. Je pense que là il n'y a pas forcément de solution directe et qui soit valable pour toutes les situations, mais peut-être qu'il faut avoir aussi, de la part des bailleurs ou des structures de l'animation, une forme de, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de tolérance ou de souplesse, par exemple, par rapport à des personnes, des femmes qui s'engageraient de manière un peu discontinue, qui viennent à une réunion et puis pas à d'autres. Parfois, ça peut être perçu comme un désengagement ou un désintérêt. Et effectivement, peut-être que c'est des difficultés particulières dans la famille. Une fois, on peut sortir, une fois, on ne peut pas sortir. Mais ça ne signifie pas un désintérêt. Voilà, l'engagement s'accompagne toujours d'une forme de retrait. Donc, il faut aussi avoir cette... Au passage, Laetitia Auvernay, je souligne un point que vous avez relevé dans vos études. On parlait des femmes issues de l'immigration. Elles sont très souvent absentes de ces documentaires des années 70, même 80 dont vous parlez, ce qui est une surprise parce qu'elles sont évidemment déjà présentes dans les quartiers prioritaires de la ville. Et 50 ans plus tard, est-ce qu'il vous semble que la situation change? Alors, on en voit pas mal de reportages aujourd'hui sur les quartiers, comme on dit. C'était un peu la surprise, en fait, en enquêtant dans les archives. Alors, leur absence n'est pas complètement une surprise, mais il y a vraiment un vrai retournement à partir de la fin des années 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui. À l'inverse, elles sont hyper visibilisées, voire on ne montre pas qu'elles, mais on leur donne davantage la parole, où on fait beaucoup de reportages sur leur situation, justement familiale, difficile. Donc on va d'un côté les montrer comme plutôt dominées, avec des difficultés conjugales, des difficultés familiales. Les femmes et leurs filles. Les femmes et leurs filles, effectivement, aussi. Et donc c'est difficile de ne pas voir en fait l'envers, c'est-à-dire c'est l'homme dominant. Donc cette dichotomie-là va être quand même assez centrale dans les images qui nous sont proposées aujourd'hui, notamment par la télévision, sur ces quartiers-là, avec des visions assez tranchées, en fait. Donc, il faut y veiller. Vous préparez, je l'ai dit, un rapport sur les femmes dans les quartiers prioritaires de la ville. Où en est-on, à peu près, qui rejoint tout ce que vous dites, bien sûr, mais... Oui, alors c'est en cours, donc...
C'est à peu près tout ce que vous nous dites oui, là, voilà, mais c'est ça. que vous souhaitez, Approfondir, développer, voilà, en le rattachant aussi à des expériences assez concrètes menées par des acteurs du logement. Vous pourriez nous en citer une ou deux de ces expériences-là que vous trouvez-vous positives ou qu'on pourrait davantage encourager peut-être du côté des bailleurs? Alors, une expérience, mais qui risque de disparaître ou qui va disparaître, je continue à penser que le dispositif des adultes relais, qui était un support en fait de contrats aidés qui n'était pas destiné qu'aux femmes, mais les femmes y étaient assez présentes et qui permettait précisément de faire le relais entre les habitants ou entre les institutions et les habitants. Ce dispositif d'emploi risque en fait de disparaître. Donc, c'est à peu près 5000 emplois qui sont concernés, qui ne seront pas renouvelés. Donc ça, c'est une vraie problématique parce que pour le coup, je ne crois pas que le problème de la distance entre les institutions et les usagers, les bénéficiaires, soit résolu, loin de là. Donc ce support qui existait va disparaître et vous le regrettez. Et on le regrette. Et dans les années 90, au moment des premières expérimentations de ce dispositif d'emploi, on ne disait pas adulte relais, en fait, on disait femme relais. Parce qu'elles étaient largement majoritaires. Elles étaient majoritaires. Oui. Une des conditions, c'est d'habiter les quartiers de la politique de la ville. Donc, et souvent, ce sont des actions qu'elles portent elles-mêmes ou qu'elles ont initiées. Ça pouvait être une manière, en fait, justement, de devenir payée. Alors, avec ses limites, puisque c'est des emplois faiblement payés et puis souvent à temps partiel, et aussi très prenant en termes de temps, de disponibilité, mais qui participent vraiment d'un travail de fond, de proximité sur le temps long. C'est de ça en fait qu'ont besoin les quartiers d'habitat social. Des contrats de 6 ans, je crois, non, c'est ça qui arrive à échance. Ils ne seront pas renouvelés. Et vous le regrettez, et vous nous le dites. Autre approche possible, peut-être, c'est là, on a parlé de charge mentale. Je m'excuse, je reprends encore ce terme qui est presque un peu à la mode, mais la santé mentale de ces femmes est aussi en cause. Et il en est assez souvent question, les associations le disent beaucoup. Oui. C'est un point que vous avez relevé également ou qui s'est aggravé? Alors, c'est un point que j'ai retrouvé dans les archives. Aussi, oui. Voilà, parce que, en fait, dès les années 50, donc dès que les grands ensembles de logements sociaux commencent à sortir de terre, les journalistes s'inquiètent beaucoup de la santé mentale des habitants, mais aussi beaucoup des habitantes qui vont vivre dans ces nouveaux logements, donc appelés clapiers à lapin ou cage à poules, enfin... Des termes pas très valorisants. Termes pas très valorisants. Il y a même une thèse qui est réalisée par une psychologue sur la santé mentale spécifique, en fait, des problèmes qui seraient spécifiques à ces femmes qui rejoignent ces ensembles, sans que véritablement on arrive à attester de l'effet du cadre de vie sur ces dépressions. Moi, c'est encore un point auquel il faut veiller, mais jusqu'où, pour revenir à notre sujet central un petit peu, donc jusqu'où un bailleur peut-il tenir compte des égalités hommes-femmes et de ce type de problématique? Je veux dire, jusqu'où va son rôle dans cette affaire? Parce que dans vos travaux, vous mentionnez tous ces défauts, mais de votre point de vue, jusqu'où peut-il aller, le bailleur? Qu'est-ce que vous suggérez? Alors, pour aller plus loin, vous l'avez un petit peu dit, bien sûr, les écouter, mais... Mais c'est vrai que c'est toujours difficile, parce que jusqu'où le bailleur doit intervenir ou même se préoccuper de la vie privée. On parlait tout à l'heure. Une approche égalitaire, c'est compliqué. Effectivement, puisque il fournit un logement, il fournit un certain nombre de services, mais jusqu'où il aurait même un droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur des logements. C'est compliqué. En même temps, les bailleurs sont aussi assez sensibilisés, par exemple, sur on n'a pas parlé des violences conjugales, mais certains bailleurs aujourd'hui demandent à des associations comme Solidarité Femmes, par exemple, d'être formés pour pouvoir détecter, accompagner en fait des femmes qui qui vivraient des violences conjugales. Donc là, on est quand même sur une question très privée, dont
on peut se saisir, au moins dans le repérage et dans l'accompagnement. Oui, c'est important. On dit aussi que les femmes sont souvent les aidantes, des personnes âgées, par exemple, qu'elles ont à domicile, voire d'enfants handicapés ou en difficulté. Même chose, c'est un peu au bailleur de repérer des situations comme celle-là. Oui, bien sûr, il a aussi... On a parlé de services, nous, ici, à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Comment, en fait, aujourd'hui, même dans la conception des immeubles, on peut intégrer d'autres espaces que simplement des logements individuels pour peut-être un peu alléger ces charges-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est un autre facteur d'inégalité, le fait que pour pouvoir s'occuper des parents âgés ou d'une personne dans la famille handicapée, une femme qui pouvait avoir un emploi salarié se retire du marché du travail pour s'occuper de la personne. Donc c'est aussi, ça creuse, ça participe à creuser les inégalités. En conclusion, peut-être, Laetitia Auvernay, par rapport à ce rapport qui est en cours, vous l'avez dit, qu'en attendez-vous à sa sortie? À qui sera-t-il adressé? Qui aimeriez-vous le voir l'ensemble des acteurs de la politique de la ville, finalement. Ouais. Je pense que ça va de l'État aux bailleurs et aux propriétaires. Voilà, puisque le monde associatif... il y a tous les locataires, d'ailleurs. Et les locataires aussi, mais c'est vrai que le monde associatif est assez au clair sur la situation, sur ce qu'il faudrait faire. Donc là, c'est plutôt l'idée que ces expériences arrivent aux oreilles des personnes qui sont en mesure de les développer, par exemple, pour la suite, pour améliorer les choses. Est-ce que cela peut être aussi le rôle de l'État? Je veux dire, quelle répartition verriez-vous entre le rôle des bailleurs et celui de l'État ou Alors, c'est difficile. De services plus dédiés à cela? C'est difficile parce que l'État étant présent sur l'ensemble du territoire, ça permet quand même d'éviter que certains territoires soient délaissés parce que le bailleur s'intéresse moins à ces questions-là. Faut aussi intégrer cette dimension-là. En même temps, le bailleur, c'est celui qui est là au plus près des locataires, parfois chaque jour quand il y a une présence quotidienne dans les immeubles. Donc c'est sans doute un travail à l'articulation en fait un peu de ces deux échelles, mais ça ne peut pas reposer sur les seules épaules du bailleur, en tout cas sans un engagement ou un réengagement de l'État sur ces questions-là. Je parlais d'État, on pouvait parler des élus locaux aussi, bien entendu. Et des collectivités locales, et des collectivités locales. Bien sûr. Bien, merci beaucoup. Merci Laetitia Auvernay. On se reportera à vos travaux. Ils sont indiqués sur notre site très probablement. Merci à vous. Merci pour tous ces enseignements. Quant à nous, nous nous retrouvons à une prochaine émission. Il sera question de financement des services.